Il est tout juste 8h10, merci d'avoir choisi RCF. C'est une véritable révolution comparable au changement de l'ère industrielle du 19e siècle dans laquelle nous sommes entrés depuis plusieurs années. La révolution numérique modifie notre quotidien, l'améliore, le simplifie, fluidifie nos interactions sociales, mais en même temps, nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur les aspects plus inquiétants de cette nouvelle ère qui, si nous ne sommes pas suffisamment vigilants, peut nous manipuler sans que nous en soyons complètement conscients. Un journaliste mène l'enquête depuis plusieurs années sur ces nouveaux territoires de la surveillance. Une enquête qui prend la forme d'un livre sorti tout dernièrement, À la trace, publié aux éditions Premier Parallèle. Bonjour Olivier Tesquet. Bonjour. Je le précise, vous êtes journaliste à Télérama. Une question tout d'abord au sujet de l'actualité. Que dit l'affaire Griveaux sur la manière dont le numérique peut actuellement menacer notre démocratie ? Alors pour l'instant, je trouve que ce que je trouve très menaçant dans cette affaire sont tous les politiques et éditorialistes qui nous rebattent les oreilles depuis ce week-end en nous expliquant qu'il faut absolument mettre fin à l'anonymat en ligne, endiguer comme ça cette espèce de torrent de boue qui se déchaîne sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire ici qu'il n'y en a jamais, parce que c'est pas le cas. Mais en l'occurrence, dans l'affaire Griveaux, on a quand même une chaîne assez identifiée. On a quelqu'un qui revendique un geste, on a des relais médiatiques qui ont été tout à fait identifiés. Il y a 2 personnes qui sont en garde à vue, qui ont même été déférées devant le parquet. Donc je remarque qu'en plus la justice va plutôt vite dans une affaire de ce type-là, parce que c'est un délit, encore une fois, puni de 2 ans de prison et de 60 000 € d'amende. Donc l'idée qu'Internet serait une zone de non-droit, qui est finalement c'est un impensé politique depuis 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est confronté à une actualité qui a une composante comme ça, un peu numérique, on a toujours l'idée que Internet est ce territoire qu'il faut absolument civiliser. Civiliser Internet, c'était déjà ce que disait Nicolas Sarkozy quand il était au pouvoir. Donc on sent comme ça, à la faveur de l'actualité, que ça revient de manière assez régulière. Finalement, il y a beaucoup d'ignorance de la part des politiques concernant ce monde numérique. Il y a à la fois beaucoup d'ignorance parce qu'il y a aussi beaucoup de dépendance aujourd'hui. Alors moi j'entends bien tous ces cris d'orfraie sur les dangers d'Internet, etc. Mais sauf que le pouvoir politique, que ce soit dans sa conquête du pouvoir ou dans sa préservation du pouvoir, aujourd'hui s'appuie sur tout un tas d'outils numériques et sur la technologie plus généralement pour conquérir ou conserver ou garantir la pérennité de ce pouvoir. Donc il y a aussi une forme d'hypocrisie. On a un peu l'impression que parfois ils sont dépassés par les Mais on peut dire quand même qu'Internet peut menacer nos démocraties occidentales. Oui, bien sûr. Alors, plus qu'Internet, moi je m'intéresse à la technologie, parce que quand on dit Internet, c'est vrai qu'on envisage aujourd'hui surtout les réseaux sociaux, je pense, dans la représentation populaire qu'on s'en fait. Quand on dit la technologie, on englobe beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, ce qui menace la démocratie, alors ça peut être, le cas échéant, je ne sais pas, par exemple, la manipulation électorale sur les réseaux sociaux, pour prendre un sujet. En tout cas, ça passe par la voie numérique. Voilà, ça passe par la voie numérique, mais quand on prend le référentiel technologique, si j'ose dire, on englobe beaucoup d'autres choses qui, elles aussi, sont à mon avis très menaçantes pour la démocratie. Je pense à l'imposition de la biométrie, tout le débat qu'on a autour de la reconnaissance faciale, enfin tout le débat plus généralement autour de l'intelligence artificielle, qui va venir s'encapsuler dans tout un tas d'objets et qui n'est pas nécessairement Internet ou le web tel qu'on l'entend et tel qu'on l'a pratiqué depuis 10 ou 15 ans. En tout cas, si je reprends une réflexion qu'on a pu lire dans un édito récent du Monde, une réflexion citoyenne s'impose, nous dit Le Monde, pour que se développe un usage raisonné des réseaux sociaux. Alors sans contraindre notre liberté, qu'est-ce que ça voudrait dire un usage raisonné des réseaux sociaux ? Je crois que l'usage raisonné des réseaux sociaux vient déjà sanctionner quelque part une lecture qu'on fait tous un peu de nos usages, où on commence à avoir une grille de lecture un peu pathologisante. On se rend bien compte que, de manière très prosaïque, on est un peu accroché à nos téléphones en permanence, qu'on est dans une économie de l'attention, on le dit en permanence, et que donc notre attention, de fait, est captée par ces outils, et notamment par le téléphone, qui est cette espèce de machine à sous, pour reprendre les termes d'un ancien de Facebook, justement, un peu un converti de la décroissance numérique, qui s'appelle Tristan Harris. Et c'est la machine à sous qu'on a dans la poche. Donc je pense que l'usage raisonné vient d'abord répondre à cette espèce d'impératif de santé publique presque, pour pouvoir se désenvoûter quelque part du rôle toxique que peuvent jouer les réseaux sociaux. Et puis ensuite un usage raisonné, mais des réseaux sociaux, et encore une fois de la technologie, serait justement s'assurer que dans un rapport de force entre le pouvoir de ces entreprises et
le contre-pouvoir qu'on peut leur opposer ou le pouvoir que peut leur opposer la puissance publique, s'assurer qu'on ne soit pas trop déficitaire justement dans ce rapport de force. Il y a une forme de paradoxe finalement qui nous est lancé par les géants du net. Ils prônent la transparence, en tout cas la fluidité des rapports, les interactions, le fait de se rencontrer. Et puis en même temps, il y a une réelle opacité. Et cette opacité, vous la dénoncez d'une certaine manière aussi dans votre livre, Olivier Tesquet. Il y a effectivement Alors c'est un paradoxe assez ancien. Je me souviens que déjà au milieu des années 90, Bill Gates, quand il est patron de Microsoft, nous expliquait qu'il fallait l'économie sans friction. Donc l'économie sans friction, c'est quelque part l'économie où les dispositifs disparaissent, s'évaporent, quelque part deviennent invisibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, ça veut juste dire qu'on ne les perçoit plus dans l'environnement. Et de la même façon, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, nous promet depuis 10 ans qu'il veut seulement connecter le monde. Et on a beau avoir un nouveau scandale toutes les semaines ou tous les mois, il continue de s'excuser et ensuite de réaffirmer cette promesse de connexion, de connexion du monde. Alors que dans le même temps, on a des entreprises qui de plus en plus, et notamment parce qu'elles s'appuient sur l'algorithmie, donc sur le fait d'avoir des machines et des logiciels et des programmes informatiques qui vont être capables de prédire nos comportements, ces algorithmes sont encapsulés dans une boîte noire. Et quelque part, le paradoxe pour nous, c'est que la moindre de nos actions aujourd'hui est transformée en un signal informatique exploitable, c'est-à-dire que la moindre de nos expériences devient une information envoyée à une plateforme, à une entreprise d'une taille quelconque, que ce soit une très grande plateforme ou une plus petite qui peut-être ensuite va la revendre à une plus grosse. Donc ça correspond à une boîte noire au sens aéronautique du terme, c'est-à-dire que chaque information est consignée. Et dans le même temps, le fonctionnement des algorithmes des plateformes, et ça va être de plus en plus le cas à mesure que justement l'intelligence artificielle prend de la place dans le débat public et dans l'élaboration d'une politique autour de la technique, c'est une boîte noire, mais pour le coup, à laquelle on n'a pas accès. C'est un enregistreur où le capot est soudé, on ne peut absolument pas l'ouvrir. Donc effectivement, aujourd'hui, je reviens à cette histoire de rapport de force, on est maintenu assez délibérément dans une forme d'ignorance. Et c'est pas d'être complotiste que de dire que les géants du net, en fait, parviennent à nous contrôler sans que nous nous en apercevions. Alors, sans que nous nous apercevions, oui et non, parce que on est rendu complice de ce phénomène-là. Je crois que c'est ce qui est assez notable. On n'est pas du tout dans une imposition totalitaire de la technologie. Personne ne nous a obligés à installer un compte Facebook sur notre téléphone, un compte Instagram ou je ne sais quoi encore. On participe assez pleinement à ces dispositifs. La question de notre désir est assez importante justement parce qu'on y trouve un avantage, c'est des services, ça facilite la vie, ça fluidifie les rapports, etc. etc. Et dans le même temps, on sent effectivement qu'on est très seul et démunis face à la machine. Je repense souvent à cette phrase de Jacques Ellul qui, quand même, au milieu du siècle dernier, quand même un grand penseur technocritique, il disait qu'on était très seul face à la machine. Qu'aurait dit Jacques Ellul en nous voyant désespérément seuls face à nos smartphones aujourd'hui? Et donc, effectivement, on pourrait dire que on est face quand même à un certain échec de la démocratie, face à cette société du contrôle qui de plus en plus se développe. Et puis aussi, on peut peut-être aborder ce point-là parce que sous prétexte de facilitation des échanges, d'interaction, en fait, on est pour les GAFAM d'une certaine manière des poules aux œufs d'or. C'est les data qui cherchent. Alors, vous savez, il y a cette sanction, cette phrase qui revient souvent où on vous dit si c'est gratuit, c'est vous le produit. Qui est pas complètement fausse et qui permet quand même d'envisager assez clairement justement l'espèce de pacte faustien qu'on nous propose, c'est-à-dire on vous offre un service en échange de quoi vous nous donnez à peu près tout. Elle n'est pas complètement exacte, ceci dit, parce que je pense que aujourd'hui, ce serait plus si c'est gratuit, c'est vous la matière première. C'est-à-dire que, encore une fois, dans cette idée de la moindre de nos expériences transformées en signal informatique, et ensuite monétisable potentiellement par tout un tas d'acteurs, au premier rang desquels les grandes plateformes, cette idée-là, quelque part, alimente l'idée selon laquelle on est une matière première, je crois que c'est encore la meilleure manière de le décrire, qui va ensuite permettre aux plateformes de se dégager des marges financières assez confortables. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'un Facebook ou qu'un Google, pour prendre ces deux exemples-là parce que c'est les plus frappants, sont avant tout des régies publicitaires. Le métier, le cœur de métier de Google ou de Facebook aujourd'hui, c'est d'assurer sa rente quelque part
en proposant du ciblage publicitaire, donc en faisant de la prédiction des comportements. Et donc effectivement, dans ce modèle économique-là, l'exploitation, la prédation de nos données ou de nos informations intimes, parce que je ne suis pas très à l'aise avec le terme de données personnelles. Données personnelles, ça donne toujours l'impression qu'on va juste défendre les siennes. Informations intimes, on a quand même une forme d'universalité, on voit de quoi on parle. C'est-à-dire que les informations intimes, on a tous quelque chose à cacher, contrairement à ce qu'on entend régulièrement. Et donc, dans cette idée-là, je crois qu'il est effectivement important d'envisager ce qui se passe comme une prédation massive et assez clairement ininterrompue de nos informations intimes. Mais est-ce que finalement, alors Internet, c'est vrai que c'est un terme générique, au-delà d'Internet, on pourrait dire l'intelligence artificielle, enfin en tout cas le monde numérique, est-ce que le monde numérique peut tout? Est-ce que les algorithmes, puisqu'on parlait d'algorithmes il y a quelques instants, peuvent pénétrer nos consciences? On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'ils peuvent par contre orienter nos comportements, guider nos conduites sans les contraindre? Ça, c'est une vraie question que je me pose. C'est-à-dire que comme on est recomposé de manière algorithmique, vous savez, sur les réseaux sociaux, on a tous un profil. On a un profil sur Facebook, par exemple, qui est le profil qu'on bâtit soi-même. On met les informations qu'on a envie de mettre, alors ensuite, on fait confiance ou non à la plateforme pour ne pas en faire une utilisation indue, mais en tout cas, on construit ce profil-là, sauf que dans le même temps, ces grandes plateformes, on peut garder Facebook, ont un profil de nous. Ont parfois d'ailleurs un profil d'utilisateurs qui ne sont même pas sur Facebook. Facebook a quand même bâti au fil des années des profils fantômes d'utilisateurs non inscrits en achetant et en agrégeant tout un tas de données qui ne sont pas sur la plateforme. Et ce profil-là, par définition, si on garde d'ailleurs l'exemple des profils fantômes, il ne nous appartient pas. C'est une recomposition informatique de nous. Et cette recomposition informatique de nous, qui est une forme de moi ou de soi projeté, l'idée, c'est qu'à travers toute une série de stimulations, donc de publicités ciblées, d'informations qu'on va choisir de nous montrer ou non, on va quelque part orienter les comportements. Et donc, nous, en tant qu'individus, on va être incités par toute une série de gratifications, notamment, à répondre à ces attendus sociaux pour se conformer à cette représentation algorithmique de nous et à cette vue de profil, entre guillemets, qu'ont les plateformes. Alors l'enjeu, c'est de ne pas nous identifier à ce faux moi, à ce faux self, pour reprendre un terme psychanalytique. L'idée, c'est de savoir, c'est un peu l'œuf et la poule, en fait. C'est savoir est-ce qu'aujourd'hui, on est en maîtrise de la technique, comme on semble le croire en permanence. Quand on a un téléphone entre les mains, on se sent très puissant. On a accès à tout un tas de choses, d'une pression du doigt, d'un mouvement de l'index, etc. Donc est-ce qu'on est en maîtrise, est-ce qu'on est dans le contrôle, ou est-ce qu'au contraire, on est dépossédé? C'est qui de notre double numérique ou de nous mène la danse quelque part? Est-ce que ce qui compte aujourd'hui dans une société, mais est-ce que aussi la perception qu'auront les autorités, par exemple, ou la perception qu'aura la police demain de nous, sera liée à notre véritable identité, ou sera lié à la représentation informatique qu'on aura de nous. On le voit bien, par exemple, avec les effets discriminatoires des algorithmes, par exemple sur la reconnaissance faciale, mais sur des outils de police prédictive qui sont par exemple déployés dans un certain nombre de municipalités, notamment aux États-Unis, mais ça arrive quand même assez ça infuse en France. Si vous habitez dans un quartier criminogène, est-ce que vous êtes algorithmiquement, par une forme de déterminisme technologique, condamné à être un délinquant, quand bien même votre identité propre ferait de vous quelqu'un d'absolument inoffensif? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Ouais, c'est vraiment la question des libertés qui est posée. J'aimerais vous citer Olivier Tesquet dans votre livre À la trace, je le rappelle, publié aux éditions Premier Parallèle, placé dans une situation d'alerte permanente quant à nos propres comportements, cernés par des capteurs de toute forme et de toute taille, nous aurions de quoi devenir légitimement paranoïaques. Alors, je reformule peut-être la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous empêche que nous sombrions dans la folie ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la question de la paranoïa est une question intéressante parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est tous un peu modérément paranoïaques. On a tous fait cette expérience. On a une conversation avec des amis, des proches, on parle d'un sujet, et puis tout à coup, on reçoit une pub sur notre téléphone pour un sujet très voisin, alors qu'on n'a pas fait de recherche, notamment sur Internet dessus. Donc, on a quand même cette idée, mais c'est parce que c'est l'opacité des dispositifs qui nous pousse à ça. C'est-à-dire que par réflexe un peu pavlovien,
pavlovien, le fait de ne pas avoir d'informations, d'être un peu démuni comme ça face à ces boîtes noires, on se perd un peu en conjecture sur ce que serait capable de faire ou non la machine. Mais je crois que d'une manière générale, il est assez urgent, et ça commence à monter, parce qu'on a cette espèce de petite musique technocritique qui remonte à la surface, un peu comme dans les années 70. Il est assez urgent de plus être seul, justement, dans cette espèce de combat face à la machine, parce que plus on est seul, plus on se sent isolé face à l'outil, et finalement, plus on est démuni. Il nous reste 30 secondes, Olivier Tesquet, une dernière question. Aujourd'hui, finalement, pour conclure, le défi, c'est de reprendre le contrôle sur un monde numérique qui, justement, lui, veut prendre le contrôle sur nos comportements. Je crois que le défi, ça va effectivement être de faire en sorte que la marche en avant, la marche irrépressible du progrès technologique puisse se faire quelque part avec notre consentement, pour reprendre un terme qui revient assez souvent. Et je cite là aussi très souvent cette citation de Cornelius Castoriadis, le grand philosophe d'origine grecque, qui déjà en 1990 disait qu'on ne devait pas vivre dans une société où on se contentait de savoir ce qui était techniquement faisable, mais qu'on devait vivre dans une société où il fallait se préoccuper de ce qui était souhaitable. Merci Olivier Tesquet. Votre livre « À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance » est publié aux éditions Premier Parallèle.